Shigeru était un loser qui a perdu son travail et sa volonté de vivre après qu'une fille l'a accusé à tort d'être un harceleur. Mais lorsqu'il a l'occasion d'aller dans un autre monde, il sacrifie son apparence et sa capacité à toucher les filles en échange d'un pouvoir absolu qui le transforme en Dieu. Shigeru a toujours été laid, mais il n'a jamais été un salaud. C'était un employé de bureau ordinaire qui ne laissait pas son apparence laide l'empêcher d'être une personne honnête et de vivre sa vie pleinement. Il traitait tout le monde avec respect et avait une vie sociale modeste, mais tout a changé lorsqu'une femme l'a faussement accusé de l'avoir touché dans un train. Personne ne l'a cru juste parce qu'il était laid, et l'affaire est rapidement arrivée au tribunal. Shigeru a plaidé coupable pour payer une petite amende et en finir rapidement, mais son plan a échoué, et il a été renvoyé de son travail pour être un harceleur certifié. Cependant, quelques années plus tard, la femme qui l'avait faussement accusé a été arrêtée pour avoir organisé une arnaque. Elle ne cherchait même pas d'argent et accusait délibérément les hommes qu'elle trouvait laids. Shigeru était furieux, mais il ne pouvait rien faire à cause du traumatisme qu'il avait subi à cause de cet incident. Il a perdu confiance en lui et n'a pas pu retrouver de travail. Les choses ont empiré avec le temps, et Shigeru est devenu un hikikomori sans emploi. Il a épuisé ses économies et même l'argent de ses parents, quand un jour, il lit un article sur des personnes disparues dans sa région. Il souhaite disparaître lui aussi, mais en lisant les commentaires sous l'article, il trouve un gars qui prétend avoir visité un autre monde. Il dit qu'il a merdé en répartissant mal ses points de stats au début et a dû revenir sur Terre en sacrifiant la moitié de sa vie. Shigeru rit de cela, mais il est trop désespéré et décide de suivre les instructions laissées par le gars. Il se tourne vers la fenêtre avec les bras levés, et alors que l'horloge sonne 2 heures, l'écran de son ordinateur portable change tout seul, lui demandant s'il veut commencer une nouvelle vie. Shigeru pense que c'est juste un virus, mais il joue le jeu, cliquant sur suivant sur la page. La page suivante lui montre qu'il aurait 16 ans dans sa nouvelle vie et qu'il pourrait modifier le nombre de points qu'il mettrait dans son apparence. Ayant été un homme laid toute sa vie, Shigeru fait passer la valeur de 5 à -255, ce qui lui donne un énorme bonus de points de stats. Non seulement ça, mais Shigeru découvre que plus il choisit de caractéristiques négatives pour lui-même, plus il obtient de points de stats. Il commence immédiatement à taper des choses que personne d'autre ne voudrait, comme réduire ses revenus de 10 000% et perdre 10% de ses PV chaque fois qu'il touche une fille. Pour sa condition finale, il écrit que s'il perd jamais sa virginité, il perd la vie, et le système lui donne 100 000 milliards de points de stats en retour. Cependant, avant que Shigeru ne puisse répartir ses points dans ses stats, le compte à rebours atteint 0, et il est envoyé dans un autre monde. Quand il se réveille, il se rend compte qu'il est encore plus laid que dans sa vie précédente, et en plus de ça, il est 2 fois plus lourd que l'Américain moyen. Juste à ce moment-là, d'autres personnes arrivent, et Shigeru devient timide en voyant les 2 filles en sous-vêtements. Le beau gosse enlève son t-shirt et le donne à l'une des filles qui tremble de froid, et Shigeru essaie d'être un gentleman et fait la même chose. Cependant, l'autre fille le refuse parce qu'elle ne veut pas quelque chose porté par un gros lait. Bref, le beau gosse se présente comme Seiji. La Lolita blonde ne donne pas son nom, et la deuxième fille se présente comme Seka. Ils ont tous 16 ans, et ils ont du mal à croire que Shigeru a le même âge qu'eux. Seiji prend les devants et confirme qu'ils sont tous venus dans ce monde en suivant la même méthode, mais pendant qu'ils parlent, Shigeru décide de fouiller la pièce parce qu'il n'est pas là pour se faire des amis. Il ouvre un tiroir et y trouve une pièce d'or, qui disparaît dès qu'il la touche. Il réalise que, puisqu'il a mis la condition de réduire ses revenus, l'argent a disparu, mais il décide de ne pas trop s'en inquiéter. Juste à ce moment-là, Seiji entre et dit à Shigeru qu'ils devraient chercher des ressources ensemble. Bientôt, il trouve un tas d'armes et de vêtements, ainsi que quelques pièces. Shigeru ne pense pas que les petits vêtements lui iront, mais ils s'avèrent magiques et s'adaptent au corps de chacun. Ensuite, les filles décident de diviser l'argent entre elles, mais elles soulignent qu'il n'y a que 7 pièces et 8 personnes ici. Elles croient que Shigeru a volé la 8e pièce, et ils réalisent qu'elles ont raison. Ils décident de leur laisser toutes les pièces, et même si Seiji lui dit que ce n'est pas juste, Seka lui dit qu'elle devrait garder les pièces parce que Shigeru ne les a même pas aidées à les trouver. Shigeru déteste déjà cette gamine gâtée, mais il décide de l'ignorer et de s'occuper de Seiji, lui demandant s'il peut avoir la hache en échange de l'argent. Seka est contre, et même Seiji dit qu'il ne peut pas prendre ses décisions seul. Il révèle que dans sa vie précédente, il était égoïste et avait des problèmes de communication, et qu'il fait tout son possible pour être différent dans cette vie. Il fait remarquer que Shigeru semble aussi avoir des problèmes et qu'il devrait essayer de les surmonter. Finalement, il décide de diviser les armes avec pierre-papier-ciseaux, et Shigeru perd contre tout le monde, n'obtenant qu'un bâton en bois comme arme. Ensuite, Seiji dit qu'il devrait se serrer la main pour marquer le début de leur aventure, mais Shigeru refuse parce qu'il ne prend aucun risque cette fois. Bientôt, il trouve une carte et décide de se diriger vers la ville la plus proche, mais dès qu'ils ouvrent la porte, il trouve un petit gobelin prêt à les attaquer. Seiji agit rapidement et tue le gobelin d'un seul coup, mais il se rend compte que d'autres arrivent. Il prend les devants, disant à la Lolita blonde de le soutenir en première ligne pendant que Seka tend son arc pour rejoindre le combat.
Il demande à Shigeru de protéger Seka pendant ce temps, puis commence à vaincre les gobelins un par un. Seka, cependant, est une vraie débutante qui ne sait même pas tendre un arc, et pendant que Shigeru la juge, un gobelin l'attaque par derrière. Il décide de l'achever d'un coup, mais il se rend compte qu'il est ridiculement faible maintenant. Le petit gobelin parvient à le repousser, et quand Shigeru se demande comment il peut être si faible malgré ses 100 000 milliards de points de stats, il réalise qu'il n'a pas eu le temps de les répartir. Il décide alors de se battre contre le gobelin avec ses stats actuelles et parvient à le vaincre avec son prochain coup. Soudain, une fenêtre de statut s'ouvre devant lui, et il découvre que tuer un seul gobelin lui fait atteindre le niveau 32 parce qu'il a un bonus d'expérience de 10 000%. Juste à ce moment-là, Seiji et la Lolita montent aussi de niveau et répartissent leurs points de stats en force et endurance. Shigeru réalise qu'ils ne peuvent pas voir la fenêtre de statut des autres, et il décide de mettre 1 trillion de points dans chacun de ses attributs pour l'instant. Dès qu'il fait ça, sa fenêtre de statut commence à bugger, et une lumière dorée brille sur lui. Shigeru se demande ce qui se passe, et son système révèle alors que sa classe a été décidée en fonction de ses stats. Sa classe est Dieu Tout-Puissant, et Shigeru ne comprend pas vraiment ce que ça signifie. Il est tiré de ses pensées quand un gobelin commence à le frapper, mais ses attaques ne lui font aucun mal. Shigeru décide d'essayer sa force contre le gobelin, et il le frappe d'un coup de doigt, ce qui suffit à l'envoyer voler jusqu'à la stratosphère. Personne d'autre ne voit ce qui vient de se passer, et il pense que c'était juste une bourrasque de vent. Seiji et la Lolita reprennent la chasse au gobelin, mais Seka a toujours du mal à préparer son arc. Elle a les larmes aux yeux, et Shigeru décide d'avoir pitié d'elle. Il fait comme s'il était un maniaque des arcs et avait besoin d'entendre un immédiatement pour que Seka ne se sente pas mal de prendre son aide, et son astuce fonctionne sur la fille stupide. Elle lui tend l'arc, et Shigeru utilise son trillion de points de dextérité pour tendre l'arc d'un seul mouvement. Seka est impressionné et insiste pour qu'il tire une flèche en remerciement, et Shigeru décide d'essayer l'une des compétences qu'il a obtenues avec sa classe. Il choisit la compétence flèche de foudre et lance la flèche vers l'avant, mais au lieu de toucher un gobelin, elle part vers le ciel. Shigeru se demande si sa précision est si mauvaise, mais soudain, un énorme cercle magique apparaît dans le ciel, et un majestueux dragon de foudre en sort, frappant le sol et tuant tous les gobelins. Tout le monde est choqué de voir ça, mais Shigeru dit juste qu'il était dans un club de tir à l'arc où on apprend ce genre de choses. Seka le croit encore une fois et décide alors de soutenir ses amis dans la bataille, mais elle tire des flèches au hasard sans même viser. Seiji et la Lolita décident qu'ils devraient s'occuper du reste des gobelins aussi, et Seka est bientôt à court de flèches. Elle devient morose et déçue par son inutilité, et Shigeru a encore pitié d'elle. Il utilise une compétence pour transformer un bâton en flèche et lui dit qu'il y a des objets au sol. Seka est heureuse de les trouver, mais elle les gaspille encore une fois, et pendant ce temps, les deux autres finissent tous les gobelins. Peu après, ils atteignent la ville, et tandis que tout le monde se précipite pour manger quelque chose, Shigeru décide de partir de son côté parce qu'un loser comme lui doit être seul. Il s'assoit près d'une fontaine et réalise qu'il a faim aussi, et juste à ce moment-là, un chat arrive. Il est sur le point de le caresser mais s'arrête, craignant que ce soit une femelle et qu'il perde 10% de ses PV en la touchant. Juste alors, Seka arrive, et Shigeru est tellement surpris qu'il tombe dans l'eau. Après être sorti, Seka lui dit qu'elle lui a acheté un burger parce qu'elle sait qu'il est fauché et qu'elle voulait le remercier de l'avoir aidé plus tôt. Shigeru commence à la voir sous un meilleur jour et accepte l'énorme burger, mais par coïncidence, leurs doigts se touchent, et il reçoit une puissante décharge qui le fait jeter le burger. Il subit 58 000 milliards de dégâts, ce qui suffirait à détruire le monde 300 fois, mais le plus gros problème est que Seka est vexée maintenant parce qu'elle pense que Shigeru a jeté le burger exprès. Cependant, il a ses compétences de l'époque où il était un vendeur hors pair, et il dit à Seka qu'il a été surpris parce qu'elle est trop belle. Il lui dit qu'il mangera le burger qu'elle lui a acheté, et elle lui dit qu'il est trop sale. Elle lui offre celui qu'elle a acheté pour elle à la place parce qu'elle lui est vraiment reconnaissante, et il décide d'accepter sa gratitude. Alors qu'il mange le burger, Seiji et la Lolita les trouvent, et Shigeru décide de rester jusqu'à ce qu'il rembourse Seka pour le burger. Peu après, Seka va dans un magasin acheter des flèches parce qu'elle en manque si vite. Elle continue de demander au vendeur plus de flèches, affirmant qu'elle est assez riche pour les payer, mais l'homme lui dit que son sac est déjà plein. Shigeru est aussi avec elle, et il veut l'aider, mais il ne peut pas lui dire qu'il peut créer des flèches quand il veut. Bref, Seka lui demande s'il ne va rien acheter, et elle répond immédiatement à sa propre question, réalisant qu'il ne peut rien acheter parce qu'il est fauché. Une fois dehors, Seiji et la Lolita reviennent après avoir trouvé une bonne auberge pour la nuit. Shigeru dit qu'il restera dans le parc parce qu'il n'a évidemment pas d'argent, mais Seka dit qu'elle paiera sa chambre. Shigeru essaie de lui dire que ce n'est pas nécessaire, mais Seka joue la carte féminine et demande s'il ne veut pas qu'une fille paie sa chambre. Shigeru n'a même pas le temps de répondre que Seka lui attrape la main et commence à le traîner, mais comme elle le touche à travers les vêtements, il ne subit aucun dégât. Plus tard dans la nuit, Shigeru pense qu'il ne peut plus rester ici parce qu'il sera encore plus redevable envers Seka et les autres.
Il décide de trouver un moyen de gagner sa vie malgré la restriction de réduire ses revenus au millième, et il a soudain une idée. Le lendemain, Seiji et les autres se réveillent pour trouver de délicieux cookies et de la nourriture qui les attendent sur la table. Shigeru leur dit de l'aider parce qu'il ne peut pas tout manger, et il demande comment il a eu tout ça alors qu'il n'a pas d'argent. Shigeru répond qu'il a utilisé une technique qui donne envie aux gens de lui donner quelque chose en retour. Cependant, il a juste créé des flèches avec des bâtons et les a échangées contre de la nourriture au lieu d'argent. Seka lui dit qu'il n'a pas besoin de mendier juste parce qu'il est fauché parce qu'elle peut toujours l'aider. Bon, Shigeru pense qu'il a remboursé sa dette envers elle, donc il n'a plus besoin de traîner avec eux. Une fois qu'ils ont fini de manger, Seiji sort la carte et dit qu'ils doivent commencer à faire des quêtes pour gagner de l'argent. Il a remarqué que les monstres qu'ils ont combattus hier n'ont pas laissé d'argent ou de butin, donc il prévoit d'explorer une grotte à proximité. Shigeru est impressionné par les capacités de décision de Seiji quand soudain un homme robuste arrive, disant qu'il peut les guider vers la grotte. L'homme se présente comme Kyushiru et prétend être réincarné comme eux. Il flippe un peu en voyant la tronche laide de Shigeru mais demande s'ils sont tous nouveaux ici. Seiji se lève immédiatement pour lui parler tout en restant sur ses gardes, et Kyushiru sort des cartes vertes de sa poche, disant que c'est un objet qu'on trouve dans la première maison en rondin et qu'ils peuvent avoir une réduction totale à l'auberge en l'utilisant une fois. Seka panique en entendant ça parce qu'ils n'ont pas trouvé les cartes, et Kyushiru lui dit qu'elle peut obtenir un remboursement complet même si elle montre les cartes maintenant. Il lui dit de les prendre, et Seka prend immédiatement les cartes, au grand désarroi de Seiji qui ne fait toujours pas confiance à Kyushiru. Shigeru pense la même chose, et il croit que Kyushiru est plutôt du genre à exploiter les nouveaux. Il pense qu'il peut gérer la situation si ça tourne mal, et pour l'instant, il laisse Seiji prendre la décision. Seiji pèse le pour et le contre et décide finalement d'engager Kyushiru comme guide parce qu'ils ont besoin d'informations et de moyens pour monter rapidement de niveau. Ainsi, Kyushiru emmène le groupe vers la grotte, et bientôt une bande de gobelins arrive. Seka commence immédiatement à tirer des flèches sur eux, mais aucune ne touche. Shigeru est déçu, et Kyushiru dit à Seka d'imaginer que ces flèches valent 1 million de yens avant de tirer. Même si elle est fière de sa richesse, imaginez le coup élevé rend Seka plus prudente dans son tir, et elle parvient à abattre un gobelin avec un tir précis. Ils avancent après ça, et Shigeru est surpris que Kyushiru fasse du bon boulot comme guide. Ensuite, Kyushiru guide tout le monde sur l'utilisation correcte de leurs armes, et Seka retombe dans son habitude de tirer des flèches sans réfléchir. Kyushiru demande à Shigeru s'il ne va pas s'entraîner, et il répond qu'il n'a pas de compétences adaptées pour l'instant. Kyushiru comprend que c'est dur de monter de niveau avec un bâton comme arme, mais il dit à Shigeru de ne pas être déçu parce que la compétence ultime du bâton est vraiment géniale. Shigeru le sait déjà parce que, quand il est allé dans la forêt pour faire des flèches, il a rencontré un ORC géant et a décidé d'essayer sa compétence la plus puissante contre lui. Cependant, le système l'a averti que s'il utilisait cette compétence, tout dans un rayon de 200 km serait anéanti et plus d'1,5 million de personnes mourraient, donc il a annulé immédiatement. Bref, Kyushiru lui dit d'être actif sur le champ de bataille, où il sera forcé de prendre sa retraite comme lui. Il commence à raconter comment il était dans un groupe de mercenaires, mais alors que leur leader est devenu roi, il a dégringolé et a dû prendre sa retraite. Il vante les louanges du roi, disant qu'il est niveau 80 et que toutes ses stats dépassent 160, mais c'est incroyablement faible pour Shigeru. Après ça, ils atteignent enfin la grotte, qui ressemble à des ruines anciennes, et tout le monde est excité de les explorer, mais Seka a peur. Cependant, une fois dans la grotte, elle est curieuse des pointes de calcaire et boude quand Kyushiru lui dit de rester à l'écart parce qu'elles sont dangereuses. Shigeru se demande si Seka est vraiment une gamine, et Seiji lui pose la question de manière plus sensée. Il révèle d'abord qu'il avait 30 ans dans l'autre monde, puis Seka dit qu'elle a 17 ans dans la vraie vie et qu'elle se prépare pour l'université. Pendant que Seiji parle de ses études, Shigeru réalise que Seka est au moins intelligente académiquement. Ensuite, ils combattent des chauves-souris monstres et atteignent la salle du boss, et Seka apprend enfin à réfléchir avant d'agir. Kyushiru lui dit qu'elle ne devrait pas entrer dans la salle du boss parce qu'elle mourra immédiatement à ce niveau, et Seka recule. Seiji décide d'arrêter pour aujourd'hui et remercie Kyushiru pour son aide, et il répond que Seiji fera un bon leader. Cependant, avant de partir, Kyushiru a un événement spécial pour les nouveaux, et il les emmène dans une salle de conférence pour leur faire une fête. Il dit qu'une autre personne invoquée a créé cet espace sur où aucun monstre ou magie ne peut entrer, et à l'intérieur, il y a des chips et des boissons. Shigeru utilise immédiatement ses compétences de détection de poison et découvre que les bords des canettes ont été enduits d'un somnifère. Heureusement, Seiji est assez prudent pour refuser l'offre, mais quand Kyushiru agit triste et déprimé, il s'excuse de douter de sa sincérité. Il accepte de célébrer avec lui, et Shigeru est secrètement déçu par la bonté de Seiji. Bref, tout le monde commence à manger et boire, et Shigeru décide de les distraire avec une conversation pour leur lancer un antidote. Il demande ce qu'ils faisaient avant d'arriver ici, et l'ambiance de la pièce se refroidit vite. Shigeru réalise immédiatement que tout le monde ici fuyait sa vie précédente, y compris lui-même,
Mais Seiji décide alors de parler un peu de son passé. Il dit qu'il a quitté l'école après s'être lassé de tout et a décidé de créer sa propre entreprise appelée Success Life. Shigeru se souvient qu'il est allé dans cette entreprise pour faire une présentation commerciale et que le PDG ressemblait beaucoup à Seiji. Il s'avère que Seiji se souvient aussi de lui, parce qu'il a eu un gros impact sur lui. Bien qu'il ne révèle pas son nom, il dit qu'un vendeur est venu le voir sans rendez-vous et a essayé de lui vendre un photocopieur cher. Il a essayé de négocier, mais le vendeur a dit qu'il le ferait sourire et ne le laisserait jamais tomber. Il lui a aussi dit de se détendre parce qu'il était le PDG. Inspiré par ces mots, Seiji a laissé ses employés diriger l'entreprise. Heureusement, son entreprise a réussi et tout allait bien, mais il a décidé de remplacer son personnel par de l'IA, et ça a ruiné son entreprise. Il est devenu déprimé et a eu l'impression d'avoir gâché l'opportunité que le vendeur lui avait donnée. C'est pourquoi, quand il est arrivé ici, il a juré de ne jamais laisser tomber qui que ce soit. Il révèle soudain que le nom du vendeur était Shigeru aussi, mais notre gros type prétend que ce n'est pas lui. Peu après, tout le monde s'endort à cause des drogues, et Kyushiro amène sa bande de voyous pour les emmener. Cependant, Shigeru fait seulement semblant de dormir pour pouvoir s'occuper des voyous quand l'occasion se présentera. Les voyous commencent à menotter tout le monde, et juste au moment où Shigeru s'apprête à agir, Seiji se lève, disant aux voyous de ne pas faire de mal à son groupe. Kyushiro ne le prend pas au sérieux parce qu'il sait que Seiji peut à peine tenir debout, et il dit à ses hommes de continuer leur travail. Shigeru ne peut pas utiliser ses capacités maintenant parce qu'il ne veut pas que Seiji soit pris dans la ligne de tir, mais heureusement, Seiji essaie de provoquer les voyous, pour se faire plaquer contre le mur. Kyushiro dit à ses hommes de ne pas blesser leurs produits parce que ça réduirait leur valeur, et Seiji se met en colère en entendant ça. Il dit que les gens qui viennent ici ont déjà été brisés par la vie, et quand ils ont une seconde chance, des gens comme Kyushiro les enfoncent. Kyushiro lui dit de faire la leçon à quelqu'un qui écoutera et dit à ses hommes de l'emballer. Shigeru décide que c'est son moment de rejoindre le combat, et il saute simplement sur les bandits, les écrasant sous son poids au lieu d'utiliser ses stats d'attaque. Il dit à Seiji d'emmener les filles et de fuir, en lui laissant tout gérer, mais Seiji refuse de le laisser en danger seul. Il dit aux bandits de ne pas les embêter parce qu'il peut les vaincre d'un coup, mais tout le monde pense qu'il bluffe. Les bandits se ruent sur lui, mais Shigeru décide de les intercepter en rebondissant, absorbant leurs coups pathétiques et les écrasant sous son poids. Kyushiro dit à ses hommes de s'occuper d'abord du cochon qui saute, et Seiji dit à Shigeru de fuir parce qu'il s'en occupera. Les voyous sautent sur Shigeru, même s'ils ne lui font aucun dégât, mais l'un d'eux lui met ses doigts dans les narines. Soudain, une lumière brillante sort de la main de Seiji alors qu'il dit aux bandits de reculer avant que sa lumière de la vérité ne perce leur cœur maléfique. Ils sont surpris et demandent quelle est cette compétence, et Seiji explique qu'il a fait un serment dans sa note spéciale qu'il ne laisserait jamais tomber ses amis, et s'il le faisait, il en paierait le prix. Grâce à ce serment, il a reçu beaucoup de points bonus, et il les a mis dans sa compétence spéciale qui s'active quand il est en colère. Il dit aux bandits que c'est leur dernière chance de fuir, mais Kyushiro dit qu'ils lui couperont la main avant qu'ils ne puissent les attaquer. Shigeru décide de voir ce que l'attaque de Seiji peut faire, et il devient un bouclier pour lui, disant qu'ils doivent travailler ensemble parce qu'ils sont en infériorité numérique. Seiji utilise alors sa compétence spéciale pour se transformer en une forme Super Saiyan que même Goku n'a pas encore débloquée, disant aux voyous qu'ils paieront pour leur péché maintenant. Kyushiro et ses hommes paniquent car ils n'ont jamais vu personne se transformer ainsi auparavant, et Shigeru est très curieux de voir ce que Super Saiyan Seiji peut faire. Seiji crie soudainement le nom de sa prochaine attaque, et sa main commence à briller encore plus. Il se précipite alors vers Kyushiro mais s'arrête juste avant de lui donner un coup de poing au visage. Kyushiro lui demande pourquoi diable il s'est arrêté, et Seiji répond qu'il n'est pas celui qui doit le juger car c'est à la loi de ce pays de le faire. Il sait qu'il pourrait facilement détruire les bandits maintenant, mais il veut leur donner une chance de se repentir de leurs péchés et de commencer une nouvelle vie. Shigeru sait que c'est aussi stupide que possible pour quelqu'un qui essaie d'être une personne loyale et bon, mais il n'essaie pas d'arrêter Seiji. Soudain, Kyushiro dit à Seiji qu'il gagne. Il pose son arme et s'agenouille avant d'accepter sa punition, et le naïf Seiji le croit. Il commence à s'éloigner, disant à Kyushiro qu'il ne lui pardonnera pas s'il commet un autre crime. Shigeru ne l'avertit pas cette fois non plus, même s'il sait qu'il commet la pire erreur en tournant le dos à l'ennemi. Profitant de cette chance, Kyushiro se précipite pour attaquer Seiji, mais Shigeru le fait trébucher en utilisant sa technique de roulade. Les bandits maudissent Shigeru et commencent à le frapper, mais leurs attaques ne font aucun dégât. Shigeru retire négligemment une crotte de son nez et la lance vers le mur, créant une énorme explosion. Alors que tout le monde regarde le mur détruit avec choc, Shigeru dirige discrètement le point lumineux de Seiji vers le mur pour leur faire croire que c'est lui qui l'a fait. Cependant, le problème est que même Seiji n'arrive pas à le croire, et Shigeru décide d'intensifier son jeu. Il dit qu'il a clairement vu Seiji exécuter son mouvement ultime, et un faucon blanc est descendu du ciel, faisant exploser le mur. Les bandits croient totalement cette histoire avant même que Seiji ne soit convaincu. Ils tombent à genoux, réalisant qu'ils ne peuvent pas gagner,
Et Kyushiro a des larmes et de la morve qui coulent sur son visage alors qu'il jure qu'il ne fera plus jamais de mauvaises choses. Shigeru réalise que ce n'est pas suffisant pour les punir, et il ordonne aux bandits de se mettre en ligne. Ils obéissent immédiatement, et Shigeru demande alors à Seiji de les frapper avec son attaque spéciale. Seiji hésite car il ne veut pas punir quelqu'un qui a déjà accepté sa défaite. Les bandits sont également terrifiés car ils pensent qu'ils mourront s'ils sont touchés par cette attaque, alors Shigeru trouve un compromis, disant à Seiji de gifler ces bâtards avec son poing de justice pour qu'ils connaissent la douleur des autres. Il parvient à convaincre Seiji qu'il est le seul à pouvoir ramener ces bandits sur le droit chemin avec le pouvoir de l'amour. Il se souvient que Seiji a affirmé que son poing lumineux peut percer tout mal, et si les bandits font encore semblant, ils seront détruits par sa gifle. Cependant, s'ils ont vraiment changé de cœur, ils seront indemnes. Cependant, à son grand choc, Seiji revient à sa forme normale, disant que s'il veut changer le cœur des bandits par le pouvoir de l'amour, il ne peut pas le faire en utilisant sa forme Super Saiyan, alimentée par la colère. Les bandits n'arrivent pas à croire que quelqu'un puisse être aussi stupide, mais cela tourne finalement à leur avantage. Seiji a des larmes aux yeux alors qu'il les gifle avec amour, et les bandits le remercient de leur avoir donné une chance après avoir été giflés. Une fois que tout le monde a été giflé, Shigeru attache les bandits pendant que Seiji transporte les filles en sécurité. Cependant, il est trop épuisé pour finir le travail et s'effondre. Les bandits soudainement reprennent espoir de pouvoir gagner contre lui maintenant, et ils essaient de soudoyer Shigeru pour qu'il se joigne à leur côté. Ils promettent de lui amener des femmes qui accepteront même un bâtard laid comme lui, et en plus, ils le paieront davantage. Cependant, Shigeru décide de leur montrer qu'il est juste laid mais pas un bâtard. Il casse simplement ses menottes pour effrayer les bandits et leur dit que Seiji est encore plus fort que lui. Les bandits ne peuvent que le maudire pour avoir refusé leur offre, mais Shigeru se moque de leurs commentaires. Bientôt, Kyushiro et ses hommes sont remis aux autorités locales, et Shigeru et son groupe reçoivent une énorme somme d'argent en collectant leurs primes. Les filles sont très excitées de voir autant d'argent, et Seiji dit qu'ils devraient le partager entre eux. Seka dit qu'elles étaient inconscientes, donc elles ne méritent pas d'argent, et Seiji devrait le prendre car il a vaincu les bandits. Elle demande ensuite à propos de Shigeru, et Seiji dit que Shigeru a été encore plus brave que lui et qu'il a encaissé tous les coups pour le protéger. Les filles disent que Shigeru était le MVP de la mission dans ce cas et qu'il devrait recevoir le plus d'argent. Seiji est d'accord avec elle, mais Shigeru ne veut pas prendre l'argent car il sera réduit à 0% du montant, alors il dit à Seiji qu'il a une mauvaise habitude de dépenser l'argent dès qu'il l'obtient et qu'il veut que quelqu'un de confiance le garde pour lui. Seiji n'est pas vraiment d'accord avec ce plan, mais quand Shigeru insiste sur le fait qu'il ne peut pas garder l'argent, Seka se porte volontaire pour gérer son argent en son nom. Seiji ne pense pas que ce soit une bonne idée pour quelqu'un d'aussi étourdi et impulsif qu'elle de gérer cette somme, mais Shigeru la laisse prendre l'argent car cela l'aidera à rembourser sa dette envers elle quand il quittera le groupe. Peu après, Seka emmène Seiji au restaurant de hamburger pour lui offrir quelque chose de bon, et il pense que c'est leur dernier repas ensemble car maintenant il peut s'enfuir seul sans culpabilité. Seka revient bientôt avec 2 Happy Meal, et Shigeru lui demande si elle aime beaucoup les hamburgers. Elle lui dit qu'elle en a mangé pour la première fois il y a 2 jours et qu'elle est immédiatement tombée amoureuse, et Shigeru n'arrive pas à croire qu'elle n'a jamais mangé de hamburger dans le monde réel. Quoi qu'il en soit, il commence à manger, et Seka lui demande à propos de ses stats. Shigeru répond qu'elles sont assez ennuyeuses, et elle lui dit qu'il n'a probablement pas remarqué, mais réduire ses points d'apparence donne beaucoup de points de stats. Shigeru est choqué d'apprendre que Seka a aussi découvert cela, et il lui demande si elle a aussi réduit ses points d'apparence. Elle lui dit qu'elle les a réduits à -16, et il n'arrive pas à le croire car elle est trop jolie pour ça. Seka lui dit fièrement qu'elle a utilisé la fonctionnalité de note spéciale sur l'écran d'accueil pour souhaiter devenir jolie et que cela a en quelque sorte remplacé ses faibles stats d'apparence. Shigeru reçoit le plus grand choc de sa vie en réalisant qu'il aurait pu faire ça et devenir beau aussi, mais il est trop tard maintenant. À ce moment-là, Seka remarque un chat et s'exclame avec enthousiasme qu'elle n'en a jamais vu de près. Elle se demande alors s'il y a une chance que le chat vienne ici, et lorsque Shigeru lui dit d'aller le caresser, elle lui lance un regard critique. Cependant, elle se rend immédiatement compte que son conseil est judicieux et dit qu'elle avait oublié qu'elle pouvait marcher maintenant. Elle se précipite alors maladroitement vers le chat, et Shigeru comprend son intention. Pendant qu'elle essaie de caresser le chat, Shigeru se rend aux toilettes et se met à pleurer en pensant à la vie difficile de Seka. Il réalise alors que dans le monde réel, elle doit souffrir d'une maladie qui l'a laissé paralysée à un jeune âge. Il pleure et se demande s'il n'y a pas de Dieu, quand soudain il se rend compte qu'il est le Dieu tout-puissant dans ce monde et qu'il ne peut peut-être pas changer la réalité, mais qu'il peut l'aider d'autres manières. À ce moment-là, Seka frappe à la porte pour lui demander s'il a besoin de médicaments, et Shigeru lui répond qu'il va bien. Alors qu'il se rafraîchit, il se rend compte que Seka est maladroite et naïve dans ses interactions avec les autres à cause de son passé, ce qui fera d'elle une proie facile pour les méchants. Il décide donc de rester à ses côtés et de la protéger jusqu'à ce qu'elle devienne une adulte pleinement compétente. Peu après, ils arrivent à l'auberge,
et Seiji convoque une réunion pour décider de leur classe professionnelle afin qu'ils puissent former un groupe plus dynamique. Il déclare qu'il deviendra le héros, Seka deviendra archère, la blonde Loli deviendra magicienne et Shigeru deviendra un combattant épique. Shigeru n'aime pas ajouter l'adjectif « épique » à sa classe professionnelle pour une raison quelconque. Seka intervient soudainement, disant qu'elle veut aussi être une héroïne, mais lorsque Shigeru lui dit qu'elle peut devenir le combattant épique à sa place, elle refuse immédiatement. Finalement, Seiji reste le seul héros du groupe, Seka devient donc magicienne, la Loli décide de devenir chasseuse, tandis que Shigeru conserve également sa classe professionnelle. Une fois qu'ils ont acheté leur nouvel équipement, Seiji décide de déménager dans la plus grande ville de la région, mais avant cela, il établit un budget pour les collations, en tenant compte des habitudes de consommation de Seka. Sur ce, la réunion est levée, mais Seka reste pour parler à la Loli, qui est sa première amie ici. Elle est nerveuse à l'idée de lui parler, mais Shigeru lui souhaite silencieusement bonne chance. Seka finit par trouver le courage de lui demander de jouer à la corde à sauter avec elle, en lui disant qu'elle s'est entraînée pour cela. La Loli accepte, et les deux filles vont se changer pour pouvoir jouer. Pendant ce temps, Shigeru se souvient comment les choses en sont arrivées là. Plus tôt, alors qu'il faisait du shopping avec Seka, elle voulait acheter une arme qui avait l'air cool, mais il l'a découragée d'acheter quoi que ce soit de dangereux en lui disant que seuls les combattants épiques les utilisaient. Cependant, elle s'est entêtée à vouloir acheter un nunchaku, mais grâce à une collaboration inattendue entre Shigeru et le commerçant, elle a finalement changé d'avis et a opté pour une corde à sauter. Une fois sortie du magasin, Shigeru lui a appris à utiliser la corde, et elle a rapidement compris. Cependant, ses pensées se sont rapidement tournées vers la fille blonde et son envie de devenir amie avec elle, même s'il ne connaissait pas son nom. Shigeru lui a suggéré plusieurs façons de devenir ami avec elle, ce qui l'a conduit à la situation actuelle où il espionne les deux filles pendant qu'elles jouent. La fille blonde apprend rapidement à sauter à la corde grâce à Seka, mais lorsqu'elle aborde le sujet de son nom, elle s'arrête soudainement. Seka se rend compte qu'elle ne veut vraiment pas révéler son nom et dit alors qu'elle était dégoûtée par Shigeru plus tôt et qu'ils lui ont donné le surnom de Race. La blonde se tait complètement en entendant cela et recommence à sauter à la corde, sautant très haut à la fin. Tout le monde est surpris par cela, et bientôt une foule immense l'entoure, lui demandant de rejoindre leur groupe. Seka essaie de s'approcher d'elle, mais tout le monde l'ignore, et un garçon la pousse même. Elle se met soudain à pleurer, et Shigeru n'a d'autre choix que d'aller l'aider. Les gens paniquent en le voyant et le traitent de monstre, mais la blonde Race leur dit qu'il fait partie de leur groupe. Elle s'inquiète également pour Seka et dit qu'elle voulait simplement la rendre heureuse en lui montrant un tour, et Shigeru lui répond qu'il aurait suffi de lui répondre. Race commence à se sentir vraiment coupable et s'enfuit en pleurant. Finalement, Shigeru doit consoler Seka pendant tout le chemin du retour à l'auberge. Cependant, alors qu'elle s'apprête à entrer dans sa chambre, elle trouve une lettre de Race dans laquelle celle-ci s'excuse pour tout à l'heure et la remercie pour le surnom. Seka se précipite immédiatement à sa recherche, mais Shigeru a déjà remarqué Race caché derrière le coin. Il lui demande de sortir, et elle lui répond qu'elle a besoin de lui parler en privé. Il lui demande de ne pas le poursuivre en justice plus tard, puis entre dans la pièce où Race fait un vol plané pour s'excuser auprès de lui. Il ne comprend pas pourquoi elle s'excuse, mais Race lui révèle alors qu'elle connaît son nom complet ainsi que le fait qu'il était le vendeur dont Seiji parlait. Shigeru est surpris par cette révélation, mais il continue à jouer le jeu et demande à Rizu pourquoi elle pense cela. Elle lui explique qu'elle a choisi le pouvoir spécial qui lui permet de lire les fenêtres de statut des autres, et qu'elle peut ainsi voir leur vrai nom, leurs statistiques, ainsi que ce qu'ils ont écrit dans la note spéciale. Shigeru panique en réalisant qu'elle a lu ces notes qui le font passer pour un incel frustré, et il se cache le visage dans les mains en demandant à Rizu ce qu'elle veut. Elle lui dit que cela concerne Seka et demande à Shigeru s'il a compris que son corps était paralysé dans sa vie antérieure. Il répond par l'affirmative, puis Rizu révèle soudainement que c'est elle qui a brisé Seka dans sa vie antérieure, et qu'elle est là pour expier ses péchés. Shigeru est curieux et lui demande ce qu'elle a fait à Seka. Rizu répond que dans sa vie antérieure, elle faisait partie d'un programme visant à changer la vie des gens. Seka était l'une des enfants avec lesquels il travaillait, et elle voulait sincèrement qu'elle ait une vie meilleure. Cependant, un jour, une explosion s'est produite dans leur bâtiment, et Seka a été gravement blessée. Rizu se met à pleurer en disant qu'elle n'a pas réussi à empêcher l'accident et à sauver Seka. Elle regrette l'incident qui s'est produit à cause de malentendus entre les personnes qui travaillaient là-bas, et pour éviter que cela ne se reproduise, elle a écrit dans ses notes spéciales qu'elle voulait mieux connaître les gens. Shigeru comprend que c'est la raison pour laquelle Rizu a obtenu le pouvoir de voir le statut des autres. Il lui demande quel était le programme dans lequel elle travaillait, et elle lui répond qu'il était lié à l'intelligence artificielle. Son histoire rappelle immédiatement à Shigeru que la société de Seiji a fait faillite à cause d'un programme d'IA qui a échoué à la suite d'une explosion, et il demande à Rizu si c'est bien de cela dont elle parle. Elle confirme, révélant qu'elle est en fait la sœur de Seiji, mais qu'elle a complètement changé son comportement et sa personnalité ici, afin qu'il ne la reconnaisse pas. Shigeru a toujours des doutes sur son histoire,
mais Rizu lui dit qu'elle ne peut pas mentir car c'est le prix à payer pour obtenir son pouvoir spécial. Elle pense que leur arrivée simultanée dans ce monde n'est pas une coïncidence et que leur destin était également lié dans leur vie antérieure. Elle sait que Shigeru essaie de rendre Seka heureuse et de guider Seiji pour qu'il devienne un meilleur aventurier, et elle lui demande de la laisser l'aider dans cette tâche. Shigeru lui répond que Seiji et Seka ont tous deux un cœur trop pur et qu'ils ont besoin de son soutien pour rester en sécurité dans ce monde. Il accepte de travailler avec Rizu, qui lui fait alors le coup de Sakira en se coupant les cheveux pour montrer sa détermination. Shigeru est perplexe, car cela n'a aucun sens, mais Rizu lui répond que Seka a dit qu'elle était jolie avec les cheveux courts. Quoi qu'il en soit, ils concluent officiellement un pacte afin de pouvoir aider leurs deux autres amis. Le lendemain matin, ils se préparent à partir pour la capitale, et Shigeru organise le transport de leurs bagages par une étrange créature hybride mi-tortue mi-chèvre. Rizu est la dernière à arriver, et elle est émue aux larmes lorsque Seka lui dit qu'elle est jolie avec les cheveux courts. Ils commencent leur voyage et rencontrent rapidement un groupe de monstres. Seka en élimine un à l'aide de sa magie de glace, et lorsqu'un autre monstre l'attaque, Seiji la protège tandis que Rizu couvre leurs arrières. Ils viennent rapidement à bout des monstres, et Seka montre son talent de magicienne à Shigeru, qui ne peut que reconnaître qu'elle est douée. Seiji fait alors remarquer que le soleil se couche et qu'il devrait trouver un endroit où camper, ce que tout le monde approuve. Ils se dirigent vers la ville de Valyria, et comme Seka voulait vivre une aventure, ils ont choisi de traverser les montagnes, qui regorgent de monstres dangereux et où il n'y a aucune auberge où séjourner. Heureusement, ils trouvent un tronc d'arbre creux où ils peuvent se reposer pour la nuit, ce qui réjouit beaucoup Seka. Seiji lui demande si elle souhaite ramasser du bois ou aller pêcher, et Seka déclare avec assurance qu'elle va attraper le plus gros poisson de la rivière, mais elle accroche maladroitement sa propre robe à l'hameçon. Shigeru parvient à la décrocher et l'emmène pêcher, mais ils ne peuvent qu'attendre que les poissons mordent à l'hameçon. Soudain, Seka commence à parler du fait qu'elle est une pleurnicheuse et qu'elle souhaite devenir plus mature et plus posée. Shigeru lui répond qu'il n'y a en réalité aucune raison de faire cela, car pleurer n'est pas une mauvaise chose. Il lui explique que les gens ne pleurent pas seulement parce qu'ils sont tristes, mais aussi lorsque leur cœur est rempli d'autres émotions qu'ils ne peuvent contrôler. Il se souvient de son passé et dit que les gens perdent progressivement la capacité de pleurer, ce qui les empêche de devenir plus forts. Il dit à Seka qu'au lieu d'apprendre à ne pas pleurer, elle devrait apprendre à découvrir ce qui touche son cœur. Seka est émue aux larmes en entendant cela. À ce moment-là, Rizu arrivait, apprenant qu'ils n'ont encore rien attrapé, elle tire simplement sur quelques poissons dans la rivière et les donne à Seka. Elle court avec enthousiasme vers le campement pour les donner à Seiji, et pendant ce temps, Rizu dit que Seka a toujours l'air heureuse lorsqu'elle est avec Shigeru. Elle pense que c'est quelqu'un qui peut facilement faire sourire les autres et que le groupe sera en sécurité à plus d'un titre avec lui. Shigeru est déconcerté par cette remarque, mais il décide ensuite de repartir. Rizu l'arrête et lui demande de ne révéler son identité à personne, car cela pourrait diviser leur groupe, et il accepte sa demande. Ils arrivent bientôt au campement où Seiji et Seka ont déjà commencé à cuisiner. Alors qu'ils s'assoient pour manger, Seka imite les manières de Rizu tandis que Shigeru demande à Seiji ce qu'il pense de l'objectif final de leur voyage. Seiji devient sérieux en entendant cela et répond qu'ils n'ont pas d'objectif final pour le moment. Atteindre Valyria est leur objectif immédiat, et Seiji prévoit d'en apprendre davantage sur ce monde et ses problèmes afin de déterminer ce qu'ils doivent faire. Shigeru est impressionné par son raisonnement logique lorsqu'il entend soudain un bruit provenant des buissons. Une femme gravement blessée et épuisée sort de la forêt et s'effondre juste au moment où le groupe de Shigeru la remarque. Dans ses rêves, la femme repense à la façon dont elle fuyait des bandits un peu plus tôt. Bien qu'elle soit une personne réincarnée dans ce monde, elle n'a pas pu se battre contre eux, et elle en a tenu ses notes spéciales pour responsable. Dans sa vie antérieure, elle était discrètement laide, et son petit ami l'avait quittée pour une jolie fille. Tout le monde dans son cercle social se moquait constamment d'elle, et la femme a commencé à détester les jolies filles à cause de cela. Soudain, son rêve prend fin et elle se retrouve dans le campement avec Seiji qui veille sur elle. Il lui dit qu'ils ont nettoyé ses blessures et lui ont prodigué les premiers soins. À ce moment-là, Seka arrive avec de l'eau chaude pour la nettoyer, et la femme tressaille car elle déteste son apparence. Seiji lui dit que c'est Seka qui lui a jeté un sort de guérison, mais cela ne change rien à l'attitude de la femme. Elle s'irrite encore plus lorsque Seka tente de lui parler et demande à Seiji de la rapprocher du feu. Seka est bouleversée par cela, mais Shigeru veut qu'elle apprenne qu'elle ne doit pas envahir l'espace personnel d'un inconnu dès qu'elle le rencontre. De plus, il veut qu'elle reste loin de la femme manchotte car il connaît la vérité à son sujet. Plus tôt, lorsque la femme s'est effondrée, Seiji lui a demandé d'aller chercher de l'eau. Shigeru s'est précipité vers la rivière, mais Rizu l'a arrêté, et son expression lui a fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Elle lui a dit que la femme était une réincarnée comme eux, et que sa note spéciale était plutôt dangereuse. Elle avait écrit qu'elle ne pardonnerait jamais aux jolies filles et qu'elle les tuerait brutalement, et tous deux pensaient qu'elle visait clairement Seka. De retour au présent, Seiji réconforte la femme, qui se présente sous le nom de Ria. Il lui demande si elle veut manger quelque chose, et elle accepte avec joie, mais lorsque Seka lui tend un bol,
la haine qui l'habite commence à se manifester. Ria tente d'attraper son arme, mais heureusement, Rizu la lui a déjà retirée et la surveille désormais de près. Shigeru surveille également Ria pour l'arrêter si elle fait quelque chose de mal, mais Seiji et Seka n'en ont aucune idée. Seiji demande à Ria comment elle s'est blessée, et elle lui répond que des gens ont tendu une embuscade à leur groupe et qu'elle a été séparée de ses amis. Shigeru se demande dans quelle mesure cette histoire est vraie, mais Seiji croit la femme et lui propose de la protéger jusqu'à ce qu'ils atteignent Valyria. Elle est ravie d'accepter cette offre, mais lorsque Seka lui dit de faire confiance à leur chef de groupe, elle s'énerve à nouveau et se blesse au bras. Seiji lui demande de se détendre, mais Ria lui répond qu'elle doit aller à la rivière. Elle demande à Seka de l'y emmener. Mais Seiji lui dit qu'il le fera à sa place. Ria dit qu'elle avait en fait l'intention de prendre un bain là-bas et qu'il doit être un vrai pervers s'il veut l'espionner. Seiji est déconcerté, puis Seka lui demande innocemment s'il est un pervers. Il s'évanouit à cause du choc émotionnel. Alors que Shigeru se lève pour le réconforter, Ria lui dit que s'il s'approche à moins de 3 mètres d'elle, elle criera. Il lui répond qu'il ne veut pas non plus s'approcher d'elle. Soudain, Rizu arrive et propose de l'emmener à la rivière, mais comme elle ne sait pas mentir, elle ne peut pas non plus cacher ses véritables sentiments. Shigeru aimerait qu'elle cache au moins ses intentions meurtrières, car cela effraie Ria, et elle insiste pour que Seka l'emmène à la rivière. Seka n'y voit aucun inconvénient et lui rend même son arme au cas où il serait attaqué par des monstres. Shigeru panique, car cela la mettra encore plus en danger, mais Rizu les suit pour assurer la sécurité de Seka. Shigeru se met également à les suivre, mais Seiji l'en empêche, lui disant qu'il doit respecter la vie privée des femmes. Il répond que Ria est dangereuse, et Seiji admet que le charme d'une femme adulte est en effet dangereux. Shigeru ne veut pas entendre ces propos simplistes, mais il ne peut pas partir sans éveiller les soupçons, alors il commence à faire des allers-retours entre les deux endroits à la vitesse de la lumière pour garder un œil sur Seka. Seka est étonnée de le voir flou, mais Shigeru lui dit qu'elle doit être fatiguée et qu'elle a des hallucinations. Il lui dit de se reposer, puis lui jette un sort de sommeil qui l'assomme rapidement. Il se rend ensuite au bord de la rivière et surveille Ria, qui pointe soudainement son épée vers Seka. Seka est choquée de voir cela et lui demande si elle a fait quelque chose pour l'offenser. Ria lui répond qu'elle n'a rien fait et qu'au contraire, elle est une bonne fille, mais qu'elle ne peut pas désobéir à ce qu'elle a écrit dans ses notes spéciales. Elle dit à Seka qu'elle a juré de tuer toutes les jolies filles parce qu'elles ont ruiné sa vie sur Terre, et qu'elle a donc juré de se venger d'elles lorsqu'elle est arrivée dans ce monde. Elle a rejoint divers groupes d'aventuriers, tuant les jolies filles puis s'enfuyant vers le groupe suivant, mais ils ont fini par la rattraper. Elle dit à Seka que c'est son tour de mourir aujourd'hui, mais juste au moment où elle s'apprête à la frapper, Rizu lui arrache son épée des mains. Elle repousse Ria et, alors qu'elle tente de récupérer son arme, Shigeru arrive et lui attrape la main. Elle lui dit de la lâcher, mais il dégaine son épée, lui disant qu'elle ne peut plus s'enfuir maintenant. Soudain, une lumière aveuglante les éblouit tous. Ils se demandent ce qui se passait, en regardant vers la source de la lumière, ils découvrent qu'elle provient de Seka, qui s'est littéralement transformé en ange. Shigeru est choqué de voir qu'après Seiji, il y a une autre personne dans leur groupe qui peut se transformer. Seka commence à flotter vers Ria, lui disant qu'il n'y a plus besoin de souffrir. Ria, quant à elle, la menace de rester à l'écart si elle ne veut pas mourir, mais son bras sectionné commence à lui faire très mal et elle tombe au sol. Seka lui demande si elle veut faire du mal aux gens, et Ria répond que non, mais qu'elle ne peut pas surmonter ce qu'elle a écrit dans sa note spéciale. Shigeru a également pitié de la pauvre fille, qui est devenue la Jeffrey-Dahmer féminine à cause de ses notes spéciales, mais Seka pense qu'il doit y avoir un moyen de changer les choses. Elle flotte vers Ria, qui repousse ses mains, mais Seka prie alors pour qu'elle cesse de souffrir. Soudain, un éclat de lumière jaillit de ses mains, et la main coupée de Ria se régénère instantanément. Elle devient sentimentale en revoyant son bras, et Shigeru est choqué car même en tant que dieu absolu, il ne peut pas accomplir de tels miracles. Seka révèle soudainement qu'elle a écrit dans ses notes spéciales que si ses amis souffraient, elle voulait devenir un ange pour les guérir et les aider à retrouver ce qu'ils avaient perdu. Ria se met à pleurer lorsqu'elle réalise que Seka la considère comme une amie, puis Seka commence à parler de sa vie passée. Elle dit qu'elle avait une horrible cicatrice sur le visage et qu'elle avait même perdu un œil, et qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre vive la même chose. Elle pense qu'elle ne peut pas guérir les blessures émotionnelles dont souffre Ria, mais dit qu'ensemble, elles peuvent trouver un moyen de les guérir aussi. Cependant, Ria lui dit de s'éloigner d'elle, la traitant de laide. Elle réalise soudainement le remède à sa situation et dit à Seka que son visage en pleurs est laid, et que c'est pour cela qu'elle n'est plus sa cible. Elle s'enfuit, laissant Seka confuse et blessée. Rei décide de poursuivre Ria pour voir ce qu'elle fait, puis Seka reprend soudainement sa forme normale et s'effondre, mais heureusement, Shigeru est là pour la rattraper. Pendant ce temps, Ria trouve un endroit isolé et grave quelque chose sur un arbre avant de pointer son épée vers son visage. Cependant, Shigeru arrive en courant à ce moment-là et lui arrache l'épée des mains, car Rei l'a informé qu'elle essayait de se rendre aveugle afin que ses notes spéciales ne fonctionnent plus. Ria lui demande s'il est là pour la tuer, mais Shigeru lui répond qu'il n'est pas tombé aussi bas.
Il dit à Ria que si elle se blesse les yeux, Seka sera triste, mais qu'il comprend bien ses raisons. Il lui propose donc un marché, elle perdra seulement la vue, sans perdre ses yeux. Ria lui demande comment il peut faire cela, et Shigeru lui montre la technique ultime de l'élément obscur appelé « saut des 5 doigts des enfers », qui peut sceller l'un de ses 5 sens, mais la rendre encore plus forte en échange. Elle lui demande qui il est pour posséder des sorts aussi puissants, et Shigeru répond qu'il est un homme d'affaires à court de nourriture. Il lui dit que ce sort est la meilleure chose qu'il puisse lui offrir, car il la rendra aveugle sans lui faire mal aux yeux. Il lui dit également que le sort durera jusqu'à ce qu'il soit neutralisé par un puissant sort élémentaire de lumière, et qu'il ne sera donc probablement pas annulé de sitôt. Ria lui demande pourquoi il va si loin pour Seka, et sa supposition la plus évidente est que c'est parce qu'elle est jolie. Shigeru lui répond qu'il n'est pas si superficiel et révèle qu'il a un peu gâché ses notes spéciales. Il explique qu'au début, il ne pouvait faire confiance à personne, pas même à son groupe, mais que Seka a été gentil avec lui malgré son apparence hideuse, et qu'il essaie simplement de lui rendre l'appareil. Ria répond que cela doit être vraiment agréable de faire partie d'un bon groupe, et Shigeru lui propose de les rejoindre, car Seiji l'acceptera après avoir entendu son histoire. Elle refuse, car elle a déjà trop péché et souhaite désormais tracer sa propre voie. Cependant, elle accepte son offre de l'aveugler, et Shigeru utilise rapidement son pouvoir sur elle. Plus tard, il retourne voir Seka, qui s'est enfin réveillée. Il lui explique comment son pouvoir a régénéré le bras de Ria, et elle est heureuse, pensant qu'elle peut désormais aider beaucoup de gens. Cependant, Shigeru lui dit qu'ils doivent garder son pouvoir secret car il est trop précieux. Elle ne comprend pas son raisonnement, alors il lui explique que dans les histoires, les voleurs volent les objets de valeur, et que son pouvoir entre dans cette catégorie. Seka est un peu triste en entendant cela, puis Shigeru renforce son histoire en lui disant que Ria a essayé de la tuer parce qu'elle est jolie. Il lui dit qu'elle doit se protéger des méchants comme ça, et Seka lui demande ce qu'elle doit faire. Il lui dit qu'elle ne doit pas se méfier de tout le monde, mais qu'elle doit observer leur comportement et déterminer s'ils sont des amis ou des ennemis. Seka est enthousiaste à cette idée, puis Shigeru lui dit que si elle rencontre quelqu'un de dangereux malgré toutes ses précautions, elle doit l'appeler à l'aide à voix haute et il viendra immédiatement lui porter secours. Il lui dit qu'elle peut se permettre d'échouer 1 ou 2 fois, car il sera là pour la soutenir, et elle est émue d'entendre cela. Elle tend alors la main vers lui pour sceller leur accord par une poignée de main, et bien qu'il sache qu'il va subir d'énormes dégâts, Shigeru prend sa main. Il ressent une douleur intense à cause de cela, mais il fait de son mieux pour la retenir afin de ne pas lui broyer la main. Le lendemain, Shigeru dit à Seiji que Ria est partie la nuit dernière et qu'elle a également laissé un message à Seka avant de partir. Il emmène tout le groupe à l'arbre où Ria a gravé son message la nuit dernière. Dans ce message, elle remercie Seka de l'avoir guérie de ses blessures physiques et émotionnelles et promet de l'aider si elles se reviennent un jour. Seka est ému en lisant cela et Seiji estime qu'ils auraient au moins dû la raccompagner, mais Shigeru leur dit que Ria était heureuse lorsqu'elle est partie et qu'elle a dit qu'elle trouverait sa propre voie. Après cela, ils reprennent leur voyage vers la ville de Valyria, et tandis que Seiji et Seka commencent à parler de leur enthousiasme à l'idée d'aller dans un nouvel endroit, Rei se souvient de la conversation qu'elle a eue avec Shigeru la nuit dernière. Il lui a raconté comment il avait pris la vue de Ria pour qu'elle n'attaque plus les filles à l'avenir, et Rei a été surprise. Elle est encore plus surprise par la transformation de Seka, car ses notes spéciales ne mentionnent rien de tel. En revanche, les notes spéciales de Seiji contiennent une explication très détaillée, voire embarrassante, de son processus de transformation, et le simple fait de s'en souvenir fait frissonner Rei d'horreur. Cependant, Shigeru lui dit qu'il aura besoin de tout cela par écrit, car il veut savoir si Seiji a des faiblesses qui pourraient devenir un handicap à l'avenir. Rei était mortifiée par cette tâche, mais elle l'accepta quand même. Shigeru lui dit qu'elle pouvait prendre son temps, car il ne voulait connaître les faiblesses que lorsque Seiji aurait pris sa décision. Il rappela à Rei le moment où Seiji leur avait dit qu'il voulait voir le monde par lui-même avant de se fixer un objectif pour leur voyage, et Shigeru avait une idée du meilleur objectif qui soit. Il pensait que Seiji devrait devenir roi car, d'après ce que lui avait dit l'escroc Kayoshiro, même les personnes venues d'un autre monde pouvaient devenir rois ici. Il dit à Rei que Seka était une personne innocente qui ne savait rien du monde réel, mais que Seiji était quelqu'un qui connaissait le côté sombre du monde tout en conservant un cœur pur. Il pensait que le fait que Seiji règne sur un royaume aiderait vraiment les personnes innocentes comme Seka, et Rei répondit que Shigeru pouvait aussi le faire. Il lui dit qu'avec ses revenus réduits, son pays serait le plus pauvre parmi les pauvres, et qu'en plus, il n'était pas fait pour être un leader. D'un autre côté, Seiji avait un charisme qui poussait les gens à le suivre, et il savait bien les diriger dans n'importe quelle situation. Retour au présent. Shigeru et Rei forment une équipe dont l'objectif est différent de celui des 2 autres membres du groupe. Pour commencer, ils veulent que Seiji et Seka montent autant que possible en niveau, ce qui ne sera pas difficile car une énorme horde de monstres se trouve devant eux. Seiji annonce à tout le monde qu'ils vont traverser la horde de monstres et atteindre la porte de la ville, mais alors qu'ils se mettent à courir, il s'arrête soudainement, prétextant qu'il doit lasser ses chaussures. Même si ses chaussures ont autant de lacets que mon compte en banque a de 0,
Seka le croit et continue à courir. Shigeru la suit et utilise un mur de vent pour l'empêcher de heurter les monstres, puis il se retourne et voit Seiji crier comme Goku pour se transformer en Super Saiyan Ange. Shigeru pense que tout ce cirque avec les lacets était inutile, mais il se souvient alors que les vêtements de Seiji se déchirent à chaque transformation, et qu'ils ne sont pas bon marché. Heureusement, Seiji s'en souvient aussi, alors il enlève ses vêtements coûteux, les plie soigneusement, puis recommence à crier depuis le début. Pendant ce temps, Shigeru élabore un plan pour aider Seka à monter de niveau elle aussi. Ils trouvent rapidement des ruines où ils peuvent s'abriter, mais les monstres commencent à escalader les murs. Rei suggère de les frapper pour les faire tomber, et Seka suit son conseil. Shigeru leur accorde la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, augmentant leurs statistiques afin qu'il n'ait aucun problème. Il décide ensuite de retarder le combat autant que possible sans tuer aucun monstre, alors il crée des golems à partir de boue qui engagent les monstres dans un combat sans danger. Shigeru se retourne alors pour voir où se trouve Seiji et, à sa grande déception, celui-ci continue de crier, car il a besoin de colère pour se transformer, mais il n'en a pas pour le moment. Soudain, il se souvient du moment où un stagiaire lui a marché sur la chaussure, et il canalise cette rage pour se transformer sans déchirer ses vêtements. Il se met alors à courir en descendant la colline, et Shigeru se demande à quoi peuvent bien lui servir ses ailes. Seka grimpe alors sur les ruines où se trouve le reste de son groupe, et Rei est déjà pris d'un malaise en voyant ses actions embarrassantes. Il se présente comme un aventurier errant nommé Héros Aldine, puis saute en bas, éliminant les monstres grâce à ses pouvoirs spéciaux. Seka est très impressionné par lui, mais Rei retient son envie de vomir en voyant ses actions embarrassantes. Pendant ce temps, Seiji continue de combattre les petits monstres, mais lorsqu'il se retrouve face à un golem de pierre géant, il désactive son pouvoir afin de pouvoir accumuler de l'aura plus tard en volant et en utilisant ses autres mouvements. Il élimine ainsi tous les monstres et disparaît rapidement avant de revenir sous sa forme normale. Seka ne doute même pas que Seiji était Aldine, et elle lui raconte à quel point le héros était cool. Il est heureux d'entendre cela et veut que les autres le louent également, et Shigeru se demande maintenant si c'est vraiment une bonne idée de faire de cet idiot narcissique un roi. Bientôt, ils atteignent la ville de Valyria, qui leur réserve de nombreuses surprises. La place centrale est animée et remplie de gens joyeux, et au centre de la ville se dresse un grand château. Cependant, ce qui est surprenant, c'est le centre pour l'emploi situé juste à côté du château, et Shigeru éprouve une grande sympathie pour tous les esclaves des entreprises qui traînent dans cet endroit. Après cela, il ramène la créature qui a transporté leurs bagages à la grange. Mais l'homme dit à Seiji qu'ils ne peuvent pas emmener l'autre animal avec eux. Alors que Shigeru aurait toléré la plupart des choses, même lui se met en colère lorsqu'on le traite d'animal, et l'homme est effrayé par son regard furieux. À ce moment-là, Seka trouve un animal qui ressemble à Shigeru, et même lui est consterné. Cependant, elle le trouve mignon, mais cela ne vaut pas la peine d'en parler, car elle trouve tout mignon. Ils explorent ensuite la ville, et Seka est sans cesse distraite par le moindre détail. Shigeru pense que même si ce monde semble paisible et joyeux, il y a trop de problèmes pour des étrangers comme eux. Le plus gros problème est que les monstres ne lâchent pas d'argent, et ils doivent trouver une source de revenus stable pour vivre et se développer correctement. Shigeru pense qu'il pourrait faciliter les choses pour tout le monde s'il utilisait simplement ses pouvoirs de Dieu Tout-Puissant. Mais il pense qu'une méthode aussi simpliste nuirait aux idiots au cœur pur de son groupe, et qu'il doit se montrer plus malin. La nuit, il séjourne dans une auberge, et Seiji dit à Shigeru qu'il s'est renseigné en ville et a appris qu'ils doivent trouver un emploi dans ce monde s'ils veulent gagner de l'argent. Shigeru est déçu d'apprendre qu'ils doivent chercher un emploi même dans un autre monde, mais Seiji lui donne alors des détails. Il lui dit qu'un salaire de 2000 rats par mois est considéré comme correct ici. Shigeru demande s'il n'y a pas de récompense pour avoir vaincu des monstres comme ils l'ont fait hier, et Seiji répond que tant qu'ils n'ont pas reçu de quête pour chasser des monstres, ils ne seront pas payés. Shigeru se souvient alors qu'il y avait aussi des emplois bien rémunérés à l'agence pour l'emploi. Il se souvient d'une offre d'emploi pour un assistant détective qui payait 10 000 rats par mois et d'un emploi de ramassage des ordures qui offrait 28 000 rats par mois. Il parle de ces emplois à Seiji, disant qu'ils semblent suspects car aucune expérience ni qualification n'était requise pour les accepter. Il imagine très bien Seka se laisser tenter par ces emplois et espère la dissuader de les accepter. Seiji est d'accord avec lui, affirmant que les emplois décents ne leur permettront d'avoir qu'une vie normale, mais que les emplois bien rémunérés sont soit louches, soit exigent trop d'expérience. Il a soudainement une idée et demande à Shigeru ce qu'il pense d'aller au casino. Shigeru est choqué d'apprendre que même leur héros s'intéresse aux jeux d'argent, mais Seiji lui dit qu'il veut juste recueillir plus d'informations. Il dit que sur le marché, il n'a rencontré que des gens ordinaires gagnant un salaire ordinaire, mais qu'au casino, il devrait certainement trouver des gens qui ont des emplois uniques ou qui gagnent beaucoup d'argent. Il affirme que l'information est la meilleure monnaie pour des gens comme eux, et il prévoit de l'utiliser pour créer le meilleur chemin qui permettra à son groupe de vivre sans se soucier de rien. Shigeru aime son plan, et le lendemain soir, tout le groupe se rend dans un grand casino. Seka tente immédiatement sa chance à un jeu, et la serveuse qui vient proposer à Shigeru de lui resservir un verre est dégoûtée par son apparence. Les autres clients du casino réagissent de la même manière,
mais cela ne le dérange pas beaucoup. Heureusement, Seka remporte sa toute première partie au casino, ce qui la rend très enthousiaste. De son côté, Seiji discute avec les gens pour recueillir des informations, et Rizu utilise ses méthodes pour trouver des choses utiles de son côté. Pendant ce temps, Seka décide de miser tout son argent lors de la partie suivante, perdant ainsi tout ce qu'elle avait gagné lors de la première. Elle joue encore un peu, mais finit par avoir faim, alors elle fait une pause pour manger un hamburger. Chihiro lui demande combien d'argent elle a dépensé, et elle lui répond qu'elle a dépensé environ 20 000 rats, ce qui suffit à lui faire perdre ses cheveux d'inquiétude. À ce moment-là, le directeur du casino s'approche de Seka, lui disant qu'il a remarqué son jeu plus tôt et qu'il était curieux de connaître sa situation financière. Seka lui répond avec assurance qu'elle est riche, et Chihiro panique car il aurait dû l'empêcher de dire cela. Le directeur, Kajita, est quant à lui ravi et commence à flatter Seka. Il lui demande si elle peut venir dans son bureau afin qu'ils puissent discuter en privé, et elle n'accepte qu'à condition que Chihiro puisse l'accompagner en tant que garde du corps. Une fois dans le bureau, un domestique apporte un chocolat chaud à Seka, tandis que Chihiro examine la pièce, pensant que le casino engrange des bénéfices. Soudain, Kajita commence à complimenter Seka, disant qu'il a été vraiment impressionné par son audace à miser tout son argent sans hésitation. Il dit que les gens riches devraient jouer ainsi, et Seka est flatté par cela. Il lui dit ensuite qu'il a été tellement impressionné par elle qu'il a une offre spéciale à lui faire. Il lui montre un pass doré qui lui permettra d'accéder au statut de VIP au casino et à des jeux encore plus palpitants réservés aux clients réguliers. Il lui explique que les frais d'inscription et d'adhésion s'élèvent généralement à 20 000 rats, mais qu'il fera une exception pour elle et réduira ses frais à zéro. Seka est tentée par l'offre, mais elle répond qu'elle devra payer les frais d'adhésion l'année prochaine. Chihiro est fier qu'elle commence enfin à se méfier, mais Kajita est un beau parleur qui n'en a pas encore fini. Il dit à Seka que ses frais d'adhésion seront supprimés à vie, car il souhaite vraiment qu'elle devienne une VIP. Seka lui demande ce qu'elle a de si spécial, et il répond qu'il a été vraiment impressionné par son style de jeu et qu'il souhaite maintenant la voir jouer encore plus. Seka est tentée et demande à Chihiro ce qu'elle doit faire. Il ne voit aucun inconvénient à obtenir une carte de membre, mais lui suggère d'en parler d'abord à Seiji. Seka aime aussi cette idée, et Kajita lui dit qu'elle peut en parler à son ami, et que s'il est riche, il aimerait lui parler aussi. Seka lui dit que Seiji est riche, mais pas autant qu'elle, et Chihiro s'inquiète pour son avenir. Il quitte bientôt la pièce, et Seka dit que le directeur était vraiment gentil. À ce moment-là, Rizu arrive également, l'air inquiet. Alors que Seka part à la recherche de Seiji, Chihiro reste pour parler à Rizu, qui a des nouvelles troublantes concernant Kajita. Elle dit qu'il est aussi un réincarné comme eux, et que dans ses notes spéciales, il a écrit qu'il ne se laisserait plus berner et qu'il détruirait tous les riches. Il jure de les saigner à blanc et de les pousser dans les profondeurs de l'enfer, et Rizu n'est pas sûr que même Chihiro puisse le battre à son propre jeu. Bientôt, le groupe retourne à son auberge, et Seka parle à tout le monde de Kajita. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il semble suspect, et elle est déçue d'entendre cela. Seiji demande l'avis de Chihiro sur le directeur, et celui-ci répond qu'il était très doué pour faire croire aux gens qu'ils étaient spéciaux et pour les tromper. Il dit que heureusement, Seka n'est pas tombé dans le piège de ses mensonges, mais qu'il doit y avoir d'autres personnes qui se sont fait avoir. Après cela, Seiji décide de partager son rapport. Il dit qu'il a parlé à beaucoup de personnes qui ont accepté des offres d'emploi très bien rémunérées proposées par l'agence pour l'emploi. Étonnamment, tous ces emplois les ont finalement conduits au casino, et personne n'a réussi les tests. Il dit que seul l'ami d'un certain Kai a obtenu le poste d'assistant détective, et que son travail consistait à retrouver les personnes qui avaient dépensé sans compter au casino. L'histoire devient encore plus inquiétante lorsque Seiji révèle que l'ami de Kai a disparu depuis un certain temps. Et lorsqu'il s'est rendu chez lui pour lui parler, il a découvert que sa maison avait disparu et que le terrain était à vendre. Le registre familial du jeune homme avait également disparu, et la police n'a même pas accepté de signaler sa disparition, comme si le jeune homme n'avait jamais existé. Chihiro est presque certain que Kajita est derrière tout cela. Il remarque que Rizu semble nerveuse à l'idée de partager certaines informations, alors il lui fait signe qu'il la couvrira quoi qu'elle dise. Rizu est soulagée d'entendre cela et elle tend à Seiji un objet qu'elle a trouvé près de la porte arrière du casino. Seiji et Chihiro sont horrifiés lorsqu'ils retirent le tissu et découvrent un doigt humain, et ils empêchent Seka de regarder cette chose effrayante. Rizu explique qu'elle regardait autour de la porte arrière lorsqu'elle a vu un homme porter quelque chose sur son dos, et que le doigt est tombé du bagage. Elle n'a réalisé ce que c'était qu'une fois qu'elle s'est approchée, et pendant un instant, elle s'est demandé si elle devait récupérer le doigt ou poursuivre l'homme. Seiji lui dit qu'elle a pris la bonne décision, car il aurait été dangereux de poursuivre l'autre homme seul. Il est désormais convaincu que le casino se livre à des activités louches et estime qu'ils doivent en savoir plus à ce sujet. Seka se porte immédiatement volontaire pour mener l'enquête sous couverture, car Kajita l'a repéré. Rizu et Chihiro la mettent en garde contre le danger, car les personnes riches comme elles sont les véritables cibles,
mais elle répond qu'elle est vraiment en colère contre Kajita qui a trahi et blessé d'autres personnes. Elle dit qu'il faut l'arrêter à tout prix, et Chihiro se tourne vers Seiji, lui demandant de l'arrêter. Cependant, Seiji est encore plus remonté, ce qui le fait perdre la tête, tout comme Rizu. Plus tard, ils sortent pour discuter, et Chihiro interroge Rizu sur les compétences de Kajita, car elle a dit que même le dieu absolu ne pourrait pas le battre. Elle répond qu'elle n'a pas tout vu, mais que l'une de ses compétences était de voir à travers tous les mensonges, ce qui déclenche probablement ses autres compétences. Cependant, sa fenêtre de statut était vraiment anormale, et semblait avoir été coupée, collée et déformée à plusieurs reprises. Elle lui recommande d'être prudent, et Chihiro réalise qu'il ne doit pas mentir devant Kajita, même pour plaisanter. Il enroule alors sa robe autour de Rizu, lui disant que tout ira bien. Il lui raconte comment ils sont partis gagner de l'argent, mais ont fini par trouver une personne maléfique, et qu'ils vont maintenant l'arrêter. Rizu acquiesce et révèle à Chihiro un autre détail concernant sa note spéciale. Elle a écrit que si le véritable mal se présentait devant elle, elle deviendrait l'envoyée de l'enfer et les entraînerait dans les ténèbres. Chihiro est surpris lorsqu'elle se transforme partiellement. Le lendemain soir, Seka s'habille élégamment et marche comme un mannequin sur le chemin du casino, disant à Chihiro qu'il est nécessaire de jouer la comédie si elle veut découvrir la vérité sur Kajita. Elle pense qu'elle va réussir car Chihiro et Rizu lui ont appris à cacher la vérité sans mentir. Bientôt, elles arrivent au casino, et Kajita vient les accueillir. Il demande à Seka si elle a trouvé une réponse à sa demande, et elle lui répond que s'il peut lui montrer un jeu qui l'amuse, elle deviendra membre. Il est heureux d'entendre cela et lui dit de le suivre, avec son « garde-les », et Chihiro pense qu'il va laisser le directeur se montrer arrogant avant que ses mauvaises actions ne soient dévoilées. Kajita conduit alors Seka et Chihiro dans la zone VIP souterraine. Chihiro connaît la capacité de Kajita à détecter les mensonges, et sait que la meilleure façon de lui résister est de lui donner le moins d'informations possible. Ils ne lui ont donné que le nom de Seka pour son pass VIP, et Chihiro se demande ce qu'ils peuvent faire d'autre à ce stade. À ce moment-là, Kajita demande à Seka combien elle compte dépenser aujourd'hui, suggérant qu'elle pourrait avoir l'intention de parier 1 million de rats. Seka lui demande s'il la sous-estime, et l'humeur de Kajita s'assombrit soudainement. Il les emmène ensuite dans la zone VIP, où l'atmosphère est complètement différente de celle du casino normal. Seka aime l'ambiance de l'endroit, puis Kajita leur présente un employé qui va leur faire visiter les lieux. L'homme, nommé Katu, se présente d'abord, mais il continue à bafouiller en essayant d'expliquer comment les choses fonctionnent ici. Chihiro pense que Katu est nouveau, mais il ne peut pas le surveiller longtemps car Kajita s'approche de lui et lui demande s'il aimerait aussi jouer. Chihiro se rend compte qu'il est là pour obtenir des informations de sa part, car Seka ne partage rien. Il répond qu'il ne peut pas jouer car il n'a pas d'argent, ce qui n'est pas du tout un mensonge. Chihiro active alors son pouvoir, Dynamic Vision, qui lui permet de voir tout ce qui se passe dans la pièce tout en continuant à parler à Kajita. Il aperçoit un espion qui note des détails sur tout le monde, comme le fait que Seka est une jeune femme extravagante avec un budget de plus d'1 million de rats. Soudain, Kajita demande à Chihiro s'il est fort, et celui-ci répond que oui. Kajita lui demande alors s'il est au-dessus du niveau 70, et Chihiro lui donne une réponse vague qui cache son niveau sans pour autant être un mensonge. Ensuite, Kajita lui demande quelles sont ses statistiques, et Chihiro répond qu'il a réparti ses points de compétence sans trop réfléchir, et qu'il y a beaucoup de zéros dans ses statistiques, comme dans la défense magique. Cette réponse n'est pas un mensonge non plus, car il y a évidemment beaucoup de zéros dans 1 trillion, mais l'espion pense que Chihiro n'a pas réparti ses points de compétence de manière judicieuse. Il note qu'il a mis ses points dans ses attributs de guerrier et que la défense magique est son point faible, qu'ils peuvent utiliser pour l'écraser. À ce moment-là, un employé vient chercher Kajita pour l'emmener voir un client qui a besoin de son aide, et il dit immédiatement à Seka qu'il doit partir. Il lui demande si elle veut voir quelque chose d'intéressant, comme des combats de monstres, et elle lui répond qu'elle va y réfléchir. Kajita part, laissant Katu s'occuper d'elle, et celui-ci est encore maladroit, car c'est probablement son premier jour de travail. À ce moment-là, Kajita conduit le client qu'il a appelé, et Chihiro est choqué de voir un autre gros et les salauds qui ressemble exactement à son patron dans sa vie antérieure. Il espère juste que ce n'est pas le même type lorsque son regard se pose sur le bloc-notes de Kajita, dans lequel il a écrit un « plan de libération ». Pendant ce temps, Seka fait des caprices et intimide Katu, lui demandant de l'emmener au jeu le plus amusant. Chihiro est content qu'elle comprenne très bien son rôle, qui consiste à piquer des crises et à rester ici aussi longtemps que possible sans dépenser trop d'argent. Pendant ce temps, il fait semblant d'avoir mal au ventre et demande à Katu où se trouvent les toilettes. Celui-ci décide de l'accompagner, mais Seka le retient, lui disant qu'il devrait accorder plus d'attention aux clients. Chihiro profite de cette occasion pour explorer le casino de son côté. Il commence par drainer l'énergie d'un garde pour l'assommer, puis utilise ses pouvoirs pour se transformer en chauve-souris. Il se met à chercher Kajita et le trouve en train d'entrer dans une pièce secrète. Il s'infiltre rapidement dans la pièce, puis utilise un autre pouvoir pour ouvrir un portail entre lui et la pièce où se trouve Seka,
afin de pouvoir se rendre immédiatement à son chevet si elle a besoin de son aide. Voyant qu'elle va bien, Chihiro tourne son attention vers l'étrange statue de l'autre côté de la pièce. Kajita se dirige vers la statue et commence à parler à ses parents, leur disant que tout se passe comme prévu. Il se souvient qu'ils lui ont appris qu'il y a des choses plus importantes que l'argent dans la vie. Ils n'ont jamais été riches, mais ses parents lui ont appris à mener une vie honnête. Cependant, cette honnêteté leur a coûté la vie lorsqu'ils ont refusé d'être expulsés de leur maison pour qu'une grande entreprise puisse construire son projet sur leur terrain. En conséquence, l'entreprise a écrasé leur maison avec un camion, les tuant tous les deux, et Kajita a complètement changé après cet incident. Il est devenu un assassin et a consacré sa vie à traquer les salauds responsables de la mort de ses parents. Une fois sa mission accomplie, il a décidé de mettre fin à ses jours. Mais à ce moment-là, il a eu la chance de venir dans ce monde, et il a senti que c'était ses parents qui lui avaient envoyé cette chance. Dans ce monde aussi, il a vu les riches piétiner les pauvres et s'est donné pour mission de leur infliger une douleur qui les libérerait de leurs désirs terrestres. Il demande à ses parents de continuer à veiller sur lui, et Chihiro se rend compte qu'il n'a d'autre raison de vivre que de se venger des riches. À ce moment-là, Katou et un autre employé arrivent et disent à Kajita que Seka fait des caprices et dit qu'elle veut partir parce qu'il n'y a rien d'intéressant ici. Kajita ricane et leur dit qu'elle doit être effrayée par les taux de change élevés et leur dit d'utiliser la stratégie numéro 13 pour l'attirer. Les deux employés acceptent et commencent à repartir, mais Kajita arrête le second car il détecte un mensonge dans sa réponse. Son pouvoir s'active alors, et il aspire toute l'énergie vitale du garçon, le transformant en une coquille vide. Il appelle ensuite l'un de ses hommes de main pour qu'il se débarrasse du cadavre, puis se tourne vers Katou et lui demande s'il a compris ce qu'il doit faire. Katou répond nerveusement que la stratégie numéro 13 consiste à laisser Seka gagner aujourd'hui afin qu'elle devienne accro, et Kajita le félicite, disant qu'il aime les gars honnêtes comme lui qui savent ce qu'ils ont à faire. Katou quitte nerveusement la pièce, mais grâce à cette interaction, Chihiro en a appris davantage sur le fonctionnement du pouvoir de Kajita. Quoi qu'il en soit, il retourne auprès de Seka, qui continue de gagner selon la stratégie de Kajita. Cependant, Chihiro ne peut pas y prêter attention, car il se sent toujours bizarre après avoir vu une personne mourir devant lui. Soudain, Seka lui demande de lui accorder plus d'attention, car elle a gagné 6 fois de suite. Chihiro lui demande combien d'argent elle a gagné jusqu'à présent, et elle lui répond qu'elle a gagné 2 millions de rats. Katou et le croupier commencent à s'inquiéter, car Seka mise tout l'argent qu'elle gagne au tour suivant, et Katou lui dit qu'elle n'a pas besoin de tout miser à chaque fois. Cependant, Seka répond que c'est son style de jeu, ignorant que le casino doit la laisser gagner exprès pour la garder accro. Katou ne peut pas prendre le risque de mettre leur casino en faillite, alors il part immédiatement faire son rapport à Kajita tandis que Chihiro se perd à nouveau dans ses pensées. Cette fois, il réfléchit au fait que sa règle consistant à prélever 1/1000 de ses revenus réels ne s'applique pas aux jetons de casino, car ce n'est pas de l'argent. À ce moment-là, Kajita arrive et félicite Seka pour ses gains. Chihiro remarque le visage bouffi de Katou tandis que Kajita dit à Seka que les joueurs talentueux comme elle devraient jouer à un jeu encore meilleur et plus excitant. Seka est curieuse, et Kajita lui dit qu'il va maintenant l'emmener au Colisée, qui est encore plus exclusif que la scène VIP. Elle décide de le suivre, et il s'enfonce encore plus profondément dans le bâtiment et entre dans une arène souterraine où de nombreuses bêtes magiques sont enfermées dans des prisons. Kajita explique à Seka que le combat de monstres est le jeu ultime proposé par son casino, et qu'elle peut parier de l'argent sur des monstres qui se battront à mort pour elle. Seka est déjà inquiète en entendant cette description, puis le rugissement d'un monstre l'effraie. Kajita calme la bête, et Chihiro lui demande où il a trouvé ce monstre, car il ne l'a jamais vu dans la nature. Kajita répond que ce sont des monstres spéciaux créés au casino, et Chihiro est choqué d'entendre cela. Kajita demande alors à Seka si elle est intéressée, mais elle est assez anxieuse pour le moment, et Chihiro décide qu'il est temps de rentrer à la maison. Il lui donne un indice en mentionnant Seiji et en disant qu'il aimerait beaucoup voir ces monstres. Seka comprend l'allusion et dit à Kajita qu'elle aimerait rentrer chez elle aujourd'hui et parler à Seiji des jeux passionnants qu'il y a ici. Kajita ne peut pas l'en empêcher et demande à Katou de l'accompagner dehors. Dans l'ascenseur, Seka remarque la joue enflée de Katou et utilise sa magie de guérison pour le soigner. Katou change soudainement d'avis en voyant sa gentillesse et dit à Seka de s'enfuir et de ne jamais revenir au casino, car Kajita en veut à sa vie. Il lui dit que de nombreuses personnes riches et même beaucoup de ses collègues sont morts de ses mains, et qu'il a lui-même peur de perdre la vie à tout moment. Chihiro lui demande de les accompagner, mais Katou ne peut pas s'échapper car Kajita détient toutes les informations le concernant. Il leur dit de sortir et de révéler la vérité sur le casino afin qu'un jour, un héros vienne le détruire. Son souhait est immédiatement exaucé lorsque Seiji, également connu sous le nom de héros Aldin, arrive avec Rizu. Seka est surprise de les voir ensemble, et Rizu, mortifié, explique qu'ils se sont rencontrés alors qu'ils tentaient tous deux d'infiltrer le bâtiment. Katou est ému aux larmes en voyant qu'un héros est vraiment venu, et Seiji le réconforte avant de décider de s'occuper du directeur du casino. Chihiro se porte volontaire pour l'accompagner, et Seiji replie ses ailes pour pouvoir entrer dans l'ascenseur.
Katu les suit également, leur expliquant que Kajita a le pouvoir d'absorber la vie et les compétences des personnes qui lui mentent. Une fois arrivé à l'étage VIP, Katu ordonne aux clients de sortir, car les monstres du sous-sol sont en liberté et pourraient les attaquer. Les clients paniquent et tentent de s'enfuir, tandis que les employés ne savent pas comment gérer la situation. Katu conduit alors Seiji et Chihiro au sous-sol, mais un autre employé prend le seul ascenseur disponible et descend en premier pour avertir Kajita. Alors que Katu panique parce qu'ils n'ont plus aucun moyen de descendre, Seka arrive sous sa forme d'ange. Seiji est surpris en la voyant, car il ne l'a jamais vue sous sa forme extraterrestre auparavant. Il lui demande qui elle est, et Seka demande à Chihiro de garder son identité secrète. Elle se présente comme Elkaron, la demoiselle du soleil, et dit qu'elle peut utiliser la magie de guérison et les aider dans la bataille. Seiji est heureux de l'avoir dans l'équipe, et Chihiro pense qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Cependant, ce ne sont pas deux cosplayers délirants qu'il doit affronter, mais trois. À ce moment-là, Rizu arrive, transformé en démon, et Chihiro met un moment à réaliser sa véritable identité. Cependant, alors qu'il s'apprête à lui demander confirmation, Rizu le frappe avec une arme qu'elle matérialise à partir de rien, car elle ne veut pas que son frère connaisse son identité. Seiji est de toute façon plus intéressé par son arme, et Rizu explique qu'elle a la capacité de créer des armes à partir de son imagination. Cela suffit à impressionner Seka et Seiji, et Rizu, flatté, donne à chacun des armes à utiliser. À ce moment-là, l'ascenseur revient et le groupe monte à bord. Katu veut les accompagner, mais Seiji lui demande d'évacuer les lieux. Chihiro adopte une approche plus diplomate et lui demande de rassembler des preuves des agissements répréhensibles du casino afin de pouvoir révéler ses liens avec les autorités gouvernementales qui lui ont permis de devenir si puissant. Katu accepte cette mission et le groupe de Chihiro se rend au sous-sol. Chihiro dit à tout le monde d'être prudent et leur demande de le laisser s'occuper de Kajita. Il sait que Kajita est une personne vraiment malfaisante qui n'a aucune chance de changer, et c'est pourquoi il ne veut pas que des innocents comme Seiji et Seka aient à l'affronter. Ils arrivent alors au sous-sol, où ils découvrent que Kajita a déjà ôté la vie à l'employé venu l'informer de la situation. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.